Pour cette histoire, le nom des protagonistes ainsi que le nom de certains lieux ont été remplacés par des lettres. Pierre Bellemare, double vie. Lundi 11 janvier 1993. Les pompiers arrivent à 4 h du matin pour éteindre l'incendie d'une maison du village de Pey, dans l'Ain, appartenant à Didier A, 38 ans, médecin à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ils ne peuvent rien faire contre la violence des flammes et retirent les corps carbonisés de Mireille, 37 ans, femme du médecin, et de leurs 2 enfants, Jean-Paul et Sylvie, 5 et 8 ans. Seul Didier A est vivant, mais grièvement brûlé. Il est conduit à l'hôpital spécialisé de Genève dans un coma profond. Son état est critique. Un peu plus tard dans la matinée, un membre de la famille se rend dans le village du Jura où habitent les parents de Didier A, Armand, 74 ans, et Lucienne, 69 ans. Il a la lourde charge de les prévenir du drame. Mais il fait une découverte terrible. Ils ont été tués tous les deux, ainsi que leur chien, de plusieurs balles de carabine 22 long rifle. Dans le même temps, au village de Pey, les enquêteurs découvrent qu'il ne s'agit pas d'un incendie accidentel, mais d'un incendie volontaire précédé d'une tuerie. Tout comme ses parents, les enfants de Didier A ont été tués de balles de 22 long rifle et sa femme Mireille a eu le crâne fracassé par un objet contondant. Le docteur A lui-même ne portait apparemment pas de blessure par balle, mais l'importance de ces brûlures n'était pas naturelle. Il a vraisemblablement voulu s'immoler par le feu. C'est donc un drame épouvantable qui s'est déroulé dans les tout premiers jours de 1993. Cela fait en tout 5 victimes, dont 2 enfants et peut-être 6, le docteur A, leur probable meurtrier, ne survit pas à ses blessures. Et pourtant, ce n'est pas ce carnage qui va donner son retentissement à cette affaire. Le plus extraordinaire, ce qui va faire les gros titres des journaux, est encore à venir. Dès les toutes premières heures de l'enquête, les policiers apprennent une nouvelle stupéfiante. Personne ne connaissait Didier A à l'OMS, qui a son siège tout près des lieux du drame à Genève. Qu'est-ce que cela veut dire? Le docteur A aurait-il donc menti? Il ne serait pas celui que tout le monde supposait? Cela semble proprement incroyable. Didier A, 1,70 m, brun, le crâne dégarni, le visage un peu empâté, faisant plus que ses 38 ans, était l'image même de l'homme important et arrivé. Léa, estimé de tous, s'était établi depuis 2 ans dans cette ferme qu'ils avaient restaurée. Il s'était très bien intégré dans le village et donnait l'apparence d'une famille des plus unies. Mireille enseignait le catéchisme à la paroisse. Au Noël précédent, les enfants avaient joué le rôle du berger et de la Vierge Marie dans la crèche vivante installée dans l'église. Quelle réalité se cachait donc sous ces apparences on ne peut plus rassurantes et respectables? D'autant que ce n'est pas tout. Dans la voiture de Didier A, garée curieusement assez loin de son domicile, on a retrouvé un mot aussi bref que mystérieux. Marie-Christine, un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Qui est cette Marie-Christine? Quels sont cet accident et cette injustice? Qu'est-ce qui se cache derrière l'incendie du village de Pey dans l'Ain? Pour le savoir, il faut espérer que Didier A, qui lutte contre la mort dans un caisson pour les grands brûlés, s'en sortira. Mais c'est le lendemain, mardi 12 janvier, que l'affaire du docteur A prend un tour absolument extraordinaire. Et d'abord, il n'y a pas de docteur A. Non seulement Didier A n'a jamais fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, mais il n'a jamais été médecin du tout. Il a bien suivi des études de médecine à Lyon, c'est même là qu'il a rencontré sa femme Mireille, alors étudiante en pharmacie, mais il n'a pas passé sa thèse. Il est exclu qu'il ait pu faire de la recherche médicale sans avoir son doctorat, car les laboratoires de recherche ne le connaissent pas non plus. Cela n'empêchait pas Didier A de gagner largement sa vie. Il déposait périodiquement sur son compte des versements de 300 000 francs en liquide. Alors, d'où lui venait cet argent? Dans la presse, on passe en revue toutes les hypothèses. On parle de trafic de drogue, d'espionnage pour le compte d'une puissance étrangère, ou, au contraire, d'appartenance au service secret français. Autre élément nouveau au dossier, l'identité de la mystérieuse Marie-Christine est connue.
Elle est dentiste, elle habitait la petite ville proche de F et elle venait de s'installer à Paris. Les enquêteurs supposent qu'elle était la maîtresse de A, mais ne disent rien de plus précis à son sujet. Enfin, l'horaire des meurtres ne serait pas celui qu'on avait d'abord retenu. C'est le vendredi que Didier A aurait tué sa femme et ses enfants. Ensuite, il aurait tué ses parents, puis serait parti pour Paris où il aurait rencontré Marie-Christine. Ce n'est qu'en rentrant le lundi 11 à l'aube qu'il aurait mis le feu à sa maison. Reste à savoir ce qui a motivé son geste. Il est logique de penser que, quel que soit son secret, il était sur le point d'être découvert et qu'il a préféré tuer toute sa famille plutôt qu'elle n'apprenne la vérité. Tout devient de plus en plus mystérieux et on ne sait toujours pas si Didier A, qui est toujours dans un état critique, pourra parler. Mercredi 13 janvier 1993. L'affaire du docteur A connaît de nouveaux rebondissements tellement étonnants que le procureur chargé de l'instruction déclare « Dans cette affaire, je m'attends à tout ». Il apparaît en effet que Didier A mystifié son entourage pendant 20 ans, et ce, d'une manière qui défie l'imagination. Tout le monde le croyait réellement docteur, y compris ses parents. Il se tenait informé des dernières avancées de la recherche, il était abonné à des revues spécialisées et poussait le souci du détail jusqu'à porter un bip pour qu'on puisse l'appeler en cas d'urgence. Un de ses amis médecins était persuadé qu'il était, ainsi qu'il l'affirmait, spécialiste des maladies cardiovasculaires. Il était au courant des dernières découvertes dans ce domaine et en parlait comme seul un spécialiste peut le faire. Madame D, sa belle-mère, apporte elle aussi son témoignage aux enquêteurs. Didier A leur avait fait visiter Genève à son mari et à elle. Il leur avait montré le building de l'OMS et leur avait même fait voir la fenêtre de son bureau au premier étage. Malheureusement, leur avait-il précisé, on ne pouvait pas visiter. Et Madame D poursuit, il allait régulièrement en mission à l'étranger pour ses activités de médecin. En 1987, c'était le Japon, l'année suivante l'Amérique latine. En 1990, l'URSS et Leningrad. Il y a passé Noël, laissant sa femme et ses enfants seuls. À chaque fois, il rapportait des souvenirs des pays où il disait avoir été. Une telle mise en scène pose pourtant un problème. Comment Didier A n'a-t-il pas été confondu lorsqu'on lui demandait une consultation médicale? D'autres témoignages de ses proches apportent la réponse. Il s'en tirait par des dérobades, ou bien il disait qu'il n'avait aucun goût pour la médecine générale et ne s'intéressait qu'à la recherche. C'est ainsi que, lorsqu'un de ses enfants a eu la grippe, il a refusé de le soigner lui-même et il a appelé un médecin qui a trouvé ses explications tout à fait naturelles. Mais l'élément nouveau le plus important est apporté par l'audition de Marie-Christine qui, contrairement à ce qu'on avait cru d'abord, n'était pas la maîtresse de Didier A, mais une simple amie. Elle fait aux enquêteurs une révélation effrayante. Didier voulait la tuer. Dans le plan de ce dernier, elle était la 6e victime, elle n'a échappé à ce sort que par miracle. Ayant vendu son cabinet de dentiste en province et avant d'en racheter un à Paris, elle avait à sa disposition une somme de 900 000 francs. Didier A lui avait proposé de la faire fructifier. Confiante, elle lui avait remis cette somme en 3 versements de 300 000 francs. Or, elle venait juste de lui demander de récupérer son argent. Le samedi 9 janvier au matin, après avoir assassiné la veille sa femme, ses enfants et ses parents, il lui a téléphoné et lui a proposé de venir déjeuner avec elle à Paris pour parler de ce remboursement. Il a pris la route et est arrivé en fin de matinée. Mais là, au lieu de l'emmener dans un restaurant de la capitale, il lui a dit qu'ils allaient à Fontainebleau. Dans la voiture, raconte Marie-Christine au policier, rien ne pouvait me faire penser que j'étais à côté d'un homme qui venait de tuer toute sa famille. Il était très calme, il m'a demandé des nouvelles de mes 2 enfants, il m'a parlé de ses projets de recherche médicale. Lorsque j'y pense, j'en frémis d'horreur. Il avait massacré sa femme, ses gosses, ses parents, et il parlait d'avenir. En tout cas, dans l'immédiat, les projets de Didier A n'ont rien à voir avec la médecine. Ce sont ceux d'un meurtrier, car il a bel et bien décidé d'assassiner la jeune femme. Il s'arrête au milieu de la forêt de Fontainebleau et l'asperge de gaz lacrymogène. Marie-Christine voit qu'il tient dans sa main un objet qu'elle ne discerne pas bien, mais qui est certainement une arme.
Elle comprend qu'elle est en danger de mort et le supplie de lui laisser la vie sauve. Inexplicablement, Didier A se laisse fléchir et la reconduit sans ajouter un mot à son domicile parisien. Il reprend ensuite la route pour rentrer chez lui et il va rester 20 heures en compagnie des cadavres de sa femme et de ses enfants avant de décider de se suicider par le feu. Le même jour, enfin, les policiers découvrent un nouvel élément à verser au dossier. Le beau-père du faux médecin est décédé en 1988 d'une chute dans l'escalier. Or, lorsque la chose s'est produite, il était seul dans sa villa en compagnie de Didier A. Et c'est le même Didier A qui a, par la suite, encaissé la totalité de l'héritage, soit 1 300 000 francs, pour le faire fructifier. À l'époque, personne n'avait eu le moindre soupçon. Lundi 18 janvier 1993. Une semaine s'est écoulée depuis l'incendie de la maison des A et la découverte du carnage. Et ce jour va marquer une étape capitale dans l'instruction de l'affaire, car on va pouvoir interroger Didier A. Malgré la gravité de ses brûlures, il s'est rétabli avec une rapidité exceptionnelle et dès le jeudi 14, il a pu être rapatrié en France à l'hôpital de Hesse en Haute-Savoie. C'est là que ce même lundi, le juge d'instruction lui notifie sa mise en examen. Didier A est très calme. Il écoute le magistrat, puis lui demande de rechercher le vrai coupable. « Ce n'est donc pas vous qui avez tué votre famille ?»« Non. La nuit du drame, un homme masqué, habillé en noir, est entré dans la maison. Il a tué ma femme à coups de rouleau à pâtisserie, puis mes enfants à coups de carabine. Moi, je n'ai fait que regarder. »« Vous n'avez pas essayé d'intervenir ?»« Non. Je suis juste coupable de lâcheté. » Vu l'état de l'inculpé, le juge n'insiste pas davantage et ce premier interrogatoire s'arrête là. Didier A est transféré dans l'aile pénitentiaire d'un hôpital de Lyon. C'est là qu'a lieu le second interrogatoire, le vendredi 22 janvier 1993 à 10h15. Le juge est accompagné de son substitut et d'un greffier. Didier A, qui a une perfusion au bras gauche, est assisté de son avocat. Il persiste dans son système de défense. « Je suis bien le docteur A, médecin à l'OMS, chercheur et maître de conférences. J'ai même écrit des mémoires sur des médicaments. Je ne suis pas l'auteur des meurtres dont vous me parlez. Je n'ai pas tué ma femme et mes enfants. » Il continue à nier ainsi pendant plusieurs heures et brusquement, à 16h30, il s'effondre et passe aux aveux. « Je suis prêt à prendre mes responsabilités. Je suis un monstre. J'ai raté mon suicide, qui aurait mis un point final à toute cette affaire, et c'est la pire sanction qui puisse m'être infligée. » Suivent ses aveux détaillés. Il a tué sa femme dans son sommeil d'un coup de rouleau à pâtisserie, puis sa fille, puis son fils. Selon lui, il est passé à l'acte parce que sa femme avait découvert ses mensonges. Telles sont les découvertes qu'ont apportées les premiers jours de l'enquête. Et, avec les précisions qu'on a pu apprendre par la suite, on est en mesure de reconstituer le mécanisme de l'extraordinaire mystification montée par le faux docteur A depuis le début jusqu'à son aboutissement tragique. En 1974, Didier A réussit brillamment sa première année de médecine à Lyon et sur les bancs de la faculté, il rencontre sa future femme Mireille. Lors de sa deuxième année de médecine, il rate de très peu ses examens. Il doit les repasser en septembre et devrait obtenir sans difficulté les points qui lui manquent. Mais, inexplicablement, il ne se présente pas à l'examen de rattrapage. Il fournit un faux certificat médical attestant qu'il a un cancer et ne va plus à la faculté. C'est le point de rupture à partir duquel tout va s'enchaîner d'une manière aussi déconcertante qu'implacable. À partir de ce moment, il commence à mentir à son entourage. Il est pris dans un système de mensonges d'où il ne peut sortir que par d'autres mensonges. Chaque fin d'année, il fête le succès de son année de médecine, étudiant seul au moyen de polycopier et acquérant de réelles connaissances. Puisqu'il est censé avancer brillamment dans ses études, Didier A s'invente une réussite à l'internat de Paris et s'installe dans la capitale avec Mireille. Il y reste le temps qu'on consacre normalement à l'internat, puis va se fixer à P, près de la frontière suisse, car il dit avoir obtenu un poste à l'OMS. Là débute une vie brillante. Il explique à tout le monde qu'il ne veut pas ouvrir un cabinet car le travail de médecin international le passionne davantage.
Et tout le monde le croit et l'admire, y compris le maire de sa commune qui est médecin. D'ailleurs, son train de vie est la meilleure preuve de sa réussite. Il roule dans des voitures de luxe et donne de brillantes réceptions. C'est bien évidemment l'argent qui est pour lui le problème crucial, car Didier A ne travaille pas, il ne fait absolument rien. Mais le statut social qu'il s'est forgé inspire la confiance et il va en profiter. Il dit à qui veut l'entendre qu'il peut faire des placements en Suisse à des taux extraordinaires et on lui confie des sommes considérables. En 1988, l'héritage de son beau-père le met pour un bon moment à l'abri du besoin. En 1989, comme on l'a vu, son amie Marie-Christine lui prête 900 000 francs en 3 versements. Bien entendu, tout cet argent, il le dépense pour lui au lieu de le placer. Pendant tout ce temps qu'a duré sa mystification, environ 5 millions de francs ont transité sur son compte. On peut s'étonner à ce sujet que l'administration fiscale n'ait rien remarqué. Didier A ne déclarait en effet que 100 000 francs par an environ, somme touchée par sa femme pour des travaux épisodiques dans une pharmacie. Mais malgré son train de vie élevé, il ne pouvait attirer les soupçons en raison de son lieu de résidence. Dans ce pays frontalier, beaucoup de personnes travaillent en Suisse et y payent leurs impôts. Quant aux fonctionnaires internationaux comme ceux de l'OMS, ils ne paient pas d'impôts du tout. Le temps passant, la situation financière de Didier A devient de plus en plus périlleuse. Pour s'en sortir, il fait de la cavalerie. Il emprunte pour rembourser les prêts précédents ou en verser les intérêts. Il a même recours à des expédients désespérés. Il propose de l'eau colorée comme remède contre le cancer. Il en aurait ainsi vendu pour 67 000 francs un flacon à un de ses oncles qui est mort peu après de son cancer. Mais tout cela ne peut pas durer. La catastrophe est inévitable. Elle se produit début 1993 quand Marie-Christine, qui s'est séparée de son mari et qui s'est installée à Paris, lui réclame son dû. À ce moment, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Il est possible que la vérité ait été découverte par Mireille qui aurait fait une scène à Didier A le soir du drame, ce qui aurait entraîné la tuerie. Il semble en effet, d'après des demi-confidences qu'elle a faites les jours précédents à ses amis, qu'elle aurait eu pour la première fois des soupçons sur son mari. Ou bien alors, c'est Didier A qui aurait pris les devants. Sachant qu'il allait être découvert, puisqu'il ne pouvait rembourser Marie-Christine, il aurait décidé de tuer tous les siens, préférant qu'il meure plutôt qu'il n'apprenne ses mensonges. Cela, on le saura peut-être au procès de Didier A lorsqu'il aura lieu, ainsi que d'autres choses encore, car tout n'a pas été élucidé dans cette affaire, loin de là, notamment la mort du beau-père de l'inculpé dans l'escalier. Quoi qu'il en soit, Didier A restera dans les annales comme un cas de double vie et de double personnalité digne d'un roman. Le juge d'instruction a d'ailleurs fait allusion à un précédent littéraire célèbre pour résumer le sentiment général sur cette affaire. Il n'y a jamais eu de Dr A. Il n'y avait que Mr Hyde.